Donc moi, je m'appelle Victor, je suis le cofondateur de Bleu Éducation. On est un centre d'accompagnement à la VAE spécialisé dans le diplôme de la petite enfance et du médico-social. On travaille en particulier sur le diplôme de moniteur éducateur, d'éducateur spécialisé, d'aide-soignant, en plus des diplômes classiques de la petite enfance. Donc moi, je suis Marie-Ange Beneillan, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation initiale, titulaire d'un diplôme universitaire en sciences sociales et protection de l'enfance et par la suite d'un master 2 en sciences de l'éducation et de la formation. Donc moi, j'ai un parcours de JE plutôt dans le secteur social, notamment dans l'urgence sociale, en centre d'hébergement d'urgence et de réinsertion sociale, où j'étais responsable d'un site collectif protection de l'enfance, donc centre maternel, et puis en protection de l'enfance, en foyer de l'enfance, en maison d'enfants à caractère social. Donc j'ai dans le cadre de mon diplôme universitaire de sciences sociales et protection de l'enfance, effectué une recherche comparative justement sur l'accueil de l'enfant en protection de l'enfance et en établissement d'accueil du jeune enfant. Et puis depuis maintenant quelques années, je me consacre vraiment à l'accompagnement des futurs professionnels du travail social et des professionnels déjà en poste. Donc, j'interviens sur les formations initiales des éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, assistants de service social, éducateurs techniques spécialisés. Je suis animatrice de groupes d'analyse des pratiques. Et puis, je suis aussi accompagnatrice VAE, donc pour les différents diplômes du travail social, jury de certification pour les voies initiales et jury pour la VAE. Trop bien. Bon, bah, justement, tu as commencé à en parler. Moi, ça m'intéresse d'abord de démarrer tout de suite par là. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de professionnels. Alors, c'est plutôt des professionnels qui ont des projets en cours. Donc, j'imagine qu'on est plutôt sur des sujets de formation continue ici. On n'est pas sur des personnes qui ont plutôt en formation initiale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu globalement, parce qu'on sait que le diplôme de la protection de l'enfance, c'est un secteur qui est très proche, enfin plutôt qui est en même temps proche, en même temps loin, qui est le secteur du handicap. C'est quelque chose que les personnes qui sont en formation initiale, elles voient les deux et ensuite elles choisissent leur voie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, vu que toi qui connais bien la formation initiale, et je pense que ça peut aider toutes les personnes en projet, comment ces deux mondes ils interagissent ensemble? Est-ce que c'est des choses où on est obligé de choisir tout de suite? Est-ce qu'une fois qu'on est expert en protection de l'enfance, on peut potentiellement se rediriger plutôt sur de l'éducation, enfin plutôt sur le handicap, etc. Alors en fait, c'est vrai qu'avant avant 2018 et la réforme des diplômes, il y avait l'obligation en formation initiale d'effectuer des stages dans des structures accueillant des publics différents. Là, sur la mouture encore actuelle, il n'y a plus cette obligation-là. Donc, les étudiants en formation initiale peuvent décider d'effectuer leur stage que dans le handicap ou que en protection de l'enfance. Après, voilà, il y a d'autres types de structures, la pédopsie, la psychiatrie, tout ce qui va être prévention des risques, addictologie. Mais c'est vrai que le handicap et la protection de l'enfance, ce sont vraiment deux gros pôles qui reviennent assez régulièrement. Les étudiants vont avoir parfois pas forcément envie d'aller voir soit le handicap adulte ou alors la protection de l'enfance et restent un peu fermés sur non, non, moi les enfants c'est pas possible ou non, non, moi le handicap c'est pas possible. Mais parfois quand ils font des stages dans les structures qu'ils n'imaginaient pas, ils se découvrent et en fait, voient le métier différemment. Alors, c'est vrai que les compétences sont quand même, c'est les mêmes compétences qui vont être attendues. C'est des compétences éducatives qui vont être transférables, hein. La relation éducative, l'observation, l'analyse, le travail en équipe et puis la conception et le suivi de projet. Donc, c'est plutôt des choix selon les envies, les préférences des personnes, mais on peut tout à fait passer de la protection de l'enfance au handicap, puisque ce qui est mis en place, c'est toujours l'accompagnement d'un public spécialisé. Ok, super. Alors du coup, ça, moi, j'ai tout de suite envie de poser la question parce que je sais que c'est quelque chose qui va revenir. Parce que quand je préparais l'atelier, bien sûr, je t'en ai parlé, j'adore l'éducation spécialisée. Parce qu'effectivement, on connaît le diplôme d'éducatrice spécialisée, mais qu'est-ce qu'on appelle l'éducation spécialisée? Alors, en fait, c'est que l'éducateur spécialisé,
n'est pas forcément spécialisé en quelque chose, mais c'est plutôt le public qui l'accompagne, c'est un public spécialisé. Donc, c'est ça l'éducation spécialisée. Comparé à une EJE ou un EJE qui, lui, est spécialisé en petite enfance et parentalité, l'éducateur spécialisé n'est pas spécifiquement spécialisé, mais c'est plutôt qu'il accompagne un public spécialisé, un public en situation de vulnérabilité, un public en situation de handicap, ou voilà. Et donc, c'est ça l'éducation spécialisée, c'est d'accompagner un public avec une particularité, avec une problématique, avec une vulnérabilité. Super. Et du coup, j'imagine que quel que soit le diplôme qu'on poursuit, quel que soit le métier qu'on poursuit dans la protection de l'enfance, c'est le sujet de l'éducation spécialisée, il va revenir, même par exemple pour les EJE, qui, comme tu dis, elles sont spécialisées, elles vont devoir potentiellement développer cette nouvelle casquette de spécialisation. Exactement, oui. Il va être important de justement pouvoir se focaliser déjà sur la législation, la réglementation de la protection de l'enfance, qui bouge beaucoup avec voilà, des lois qui interviennent. La dernière, c'était 2022, celle d'avant, c'est 2016. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et effectivement, il va falloir pouvoir se concentrer sur le fonctionnement des structures, la compréhension du travail d'équipe qui sera différent d'autres structures, et puis cette organisation qui va se faire aussi au niveau départemental, puisque dans la protection de l'enfance, c'est le département qui est souverain. Ok, super clair. Et juste avant, alors parce que bien sûr cet atelier il s'appelle les diplômes en protection de l'enfance, donc promis hein, pour vous tous qui êtes connectés, on va descendre un par un les diplômes pour que Marie-Ange nous explique un peu les différences entre les diplômes déjà, les cas d'usage, les lieux d'exercice. Et du coup, avant d'être dans ces détails, est-ce que Marie-Ange, tu peux nous parler des différents établissements dans lesquels on peut être amené à travailler dans la protection de l'enfance? Parce que j'imagine que ça englobe plein d'endroits différents. Ouais. Alors déjà, dans la protection de l'enfance, on va différencier les services qui sont justement de la compétence du département, qui vont relever de la protection de l'enfance, et les structures qui relèvent de l'État, qui là, en fait, seront sur les mineurs délinquants. Donc sur l'ordonnance 45, où là, on sera sur de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse. Mais là où les éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, moniteurs éducateurs, enfin tous les diplômes dont on va parler interviennent le plus souvent, ça va être sur les établissements relevant du département, puisqu'il faut avoir une formation spécifique éducateur PJJ, normalement pour intervenir en PJJ, même si beaucoup d'éducateurs spécialisés ne sont pas éducateurs PJJ, mais interviennent en PJJ. En tout cas, les établissements relevant du département, donc il va y avoir tout ce qui va être d'abord les foyers départementaux, qui concernent l'accueil d'urgence et inconditionnel de l'enfant en situation de danger. Ensuite, il va y avoir les MEX, les maisons d'enfants à caractère social. Donc là, ça va être des enfants et des adolescents accueillis sur un accueil à moyen et long terme. Les établissements d'accueil mère-enfant ou les centres parentaux pour les femmes enceintes, les enfants, enfin ou les couples avec enfants de moins de 3 ans. Les pouponnières, qui sont là les lieux neutres pour les accueils des enfants, souvent moins de 3 ans, mais peuvent aller jusqu'à 6 ans en pouponnière. Ensuite, il y a les villages d'enfants qui, eux, sont plutôt organisés en maison, où ils accueillent des fratries, donc avec des éducateurs familiaux qui sont présents vraiment H24, en fait, sur des roulements, par exemple, d'une semaine. Et puis, il y a les lieux de vie et d'accueil qui, là, sont des petits collectifs de moins de 10 jeunes, souvent avec des projets particuliers. Et souvent, les lieux de vie vont accueillir ce qu'on appelle les enfants incasables de la protection de l'enfance, qui sont passés par différents services, par différentes structures, et pour lesquels voilà, c'est compliqué de réussir à se poser et être accueillis sur un long terme quelque part. Et puis ensuite, il va y avoir les services d'accompagnement à la parentalité, type AEMO, donc
Là, c'est du milieu ouvert, donc les enfants, restent, au domicile des familles, mais ont un suivi, avec, un service d'AEMO, donc avec, où c'est ordonné par le juge et là, il va y avoir, un suivi, à domicile, de ces familles et de ces enfants. OK, super intéressant. Donc là, j'ai l'impression que si j parce que moi, je prends des notes en même temps, hein. Vous avez vu, je suis comme vous tous. Donc on a donc les foyers départementaux, les MEX, les centres parentaux, les pouponnières, les Mmh. villages d'enfants, les lieux de vie et les AEMO. Mmh. Est-ce que ces lieux d'exercice, la mission d'un éducateur, d'une éducatrice, quel que soit son niveau de diplôme, elle va être la même d'un établissement à un autre? Ou à chaque fois, il va y avoir des spécificités d'accueil, suivant le contexte, et cetera? Mmh. Alors sur tout ce qui va être, les foyers départementaux et les pouponnières qui sont rattachés, aux foyers départementaux, là, on va être sur, de l'observation, de l'analyse pour pouvoir ensuite, penser, l'accompagnement du jeune, et pour qu'il puisse être accueilli sur, sur du pérenne. Donc les foyers départementaux, leur mission première, c'est l'analyse de la situation et l'orientation. Donc effectivement, là, on va être sur de l'accueil d'urgence. Bah, voilà, moi ayant travaillé sur un groupe d'accueil d'urgence, on pouvait nous appeler en nous disant, bah, voilà, les services, de l'ASE, vont amener un enfant, que ce soit minuit, que ce soit 2 heures du matin, que ce soit midi. Donc on est sur de l'accueil d'urgence. Et on est donc sur, l'analyse de la situation, l'évaluation et l'orientation. Mais au quotidien, on va être sur l'accompagnement quotidien de l'enfant, sur l'internat, le lien avec les partenaires, ASE, le lien avec les familles aussi s'il y a des visites médiatisées à effectuer, par exemple. Hem, donc les missions vont être un peu les mêmes que sur, les autres lieux d'accueil, sauf que c'est sur un temps beaucoup plus court avec, une urgence qu'il faut prendre en compte. Après, ce qui va être sur les MEX, les villages d'enfants, les lieux de vie, là, on est sur de l'internat. Donc on va, vraiment, le travail de l'éducateur, enfin du travailleur social qui intervient, au sein du groupe, ça va vraiment être, bah, l'accueil au quotidien, l'accompagnement au quotidien, de l'enfant placé sur son lieu de vie. C'est le lieu de vie de l'enfant. Donc le lien avec les structures, scolaires, avec les partenaires, avec les familles, bah, voilà, s'il y a des droits de visite, des droits d'hébergement, des familles et ensuite, les centres parentaux, ou centres maternels, là, sera différent puisqu'il y a un accueil, mère-enfant ou parent-enfant. Donc là, il y aura vraiment, le volet accompagnement social, des parents et au niveau de leur insertion socio-professionnelle et l'accompagnement, spécifique autour de la parentalité, autour de l'enfant, de son développement. Donc souvent dans les centres parentaux, il va y avoir une double référence, ES-JE. Le S qui sera plus sur l'insertion socio-professionnelle des parents et le JE qui sera, sur le volet, parentalité. OK, super intéressant. Super intéressant. Et du coup, en fait, ces établissements, donc effectivement, il y a, si on devait tracer 2 axes, je te dis ce que j'ai compris comme ça. Mmh. Il y a vraiment un axe d'abord qui est lié à, entre guillemets, la forme l'intensité de l'accompagnement. On a des centres où c'est occasionnel, on va avoir des gens qui vont venir soit en urgence pendant quelques temps. Et après, il y a des centres où on va accueillir 24 heures sur 24 des personnes sur le long terme, enfin des enfants sur le long terme. Mmh. Et ensuite, on a le deuxième axe qui est en fait l'âge de l'enfant, j'imagine. Plus Oui. les enfants sont jeunes, et en haut, tout en bas, on va avoir les pouponnières. Tout en haut, on va plutôt avoir les lieux de vie, peut-être les MEX. Est-ce que c'est à peu près, c'est une bonne manière de le voir ou pas? Alors, c'est à peu près ça, enfin, les pouponnières, donc ça va être sur un accueil, 0-6. Et après sur les MEX, on va être, plutôt, enfin, il existe des groupes d'enfants petits, donc des groupes de 3-6. Après, souvent les MEX sont en âge mélangé. Moi, par exemple, quand j'étais en MEX, on était sur un groupe, le plus jeune avait 4 ans. La plus grande avait 13 ans, mais on accueillait, sur les week-ends des enfants qui étaient, en famille d'accueil. Donc nous, on les accueillait sur la MEX, les week-ends, jusqu'à 17 ans, par exemple. OK.
Puisqu'effectivement, on n'a pas parlé des assistants familiaux, mais les enfants peuvent aussi être accompagnés et accueillis chez les assistants familiaux. Et puis dans les MEX, il peut y avoir aussi donc des services semi-autonomes ou en autonomie pour les jeunes qui sont presque majeurs ou alors les jeunes majeurs, donc de 18 à 21 ans, puisqu'ils peuvent bénéficier d'un contrat jeune majeur. Donc après, normalement, la protection de l'enfance, l'accompagnement se termine à 18 ans. Ils peuvent bénéficier d'un contrat jeune majeur pour un accompagnement complémentaire jusqu'à 21 ans. Et puis, on n'a pas parlé des MNA aussi, des mineurs non accompagnés, qui sont des mineurs étrangers qu'on appelait isolés avant. Donc, ça rentre aussi dans la protection de l'enfance. Et donc là, on aura des services. Après les MNA, voilà, ils peuvent avoir entre 14 et 18 et après basculer sur un contrat jeune majeur. Mais effectivement, il va y avoir des structures qui vont penser des groupes transversaux avec, voilà, comme je te disais, à partir de 5 jusqu'à 15 ans, quand d'autres vont spécifiquement être sur des groupes par tranche d'âge. Mais en tout cas, pour les plus petits, les enfants restent voilà, en structure voilà, avec les plus petits parce que ça demande effectivement des connaissances différentes, un accompagnement différent pour les moins de 3 ans. Ok, super clair. Oui, effectivement, c'est des diplômes aussi différents. J'imagine que, on va en parler juste après, des auxiliaires de puériculture qui peuvent Exactement. travailler en protection de l'enfance. Ça va être plutôt sur des plénières. Mm. Super. Bah, écoute, c'est la transition parfaite parce que maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail du rôle de chaque diplôme dans chaque structure, dans la protection de l'enfance. Et ce que je te propose, c'est qu'on commence par le tout premier diplôme, l'accompagnement éducatif et social, l'AES, Oui. qui est un diplôme d'État. Globalement, une AES ou un AES en structure, quel va être son rôle? Alors, l'AES va intervenir principalement dans l'accompagnement du quotidien. En protection de l'enfance, son rôle va être de soutenir l'enfant dans les actes de la vie quotidienne, en favorisant leur autonomie et puis en contribuant aussi au projet personnalisé de l'enfant. Ils vont principalement être sur les groupes en internat, sur le quotidien, que ce soit alors moi j'en ai rencontré en MEX, en lieu de vie, c'est rare, mais en tout cas, voilà, sur les groupes d'internat, on ne retrouvera pas forcément d'AES sur par exemple de l'accompagnement à domicile ou des centres parentaux. On va vraiment être là sur l'accompagnement du quotidien du jeune. Ok, donc AES, j'imagine que du coup, donc c'est un diplôme de niveau 3. Est-ce que c'est un professionnel en tant qu'AES? Est-ce qu'on est autonome avec les enfants accueillis ou est-ce qu'on est toujours sous la responsabilité, soit d'un ME, soit d'un ES? Non, enfin voilà, l'AES est quand même autonome, hein, puisque même si on travaille en binôme sur le groupe, l'AES peut prendre un groupe de jeunes, d'enfants pour effectuer une activité, pour le repas, pour les devoirs. Donc effectivement, il peut tout à fait gérer un groupe d'enfants sans qu'il y ait forcément un autre professionnel auprès de lui. Ok, nickel. Maintenant, je te propose qu'on passe toujours, on va suivre la colonne vertébrale de la protection de l'enfance, mais donc on va voir ME et ensuite on verra ES. Du Ok. coup, par rapport à une ou un moniteur éducateur, typiquement, Mm. est-ce que le ME, on peut travailler dans plus de structures? Est-ce que c'est les mêmes missions, mais un peu plus d'expertise? Comment le ME il se place par rapport à l'AES? Effectivement, le ME, en plus, enfin, son rôle aussi, c'est l'éducateur du quotidien, le ME. Mais avec une expertise un peu différente, même s'il va animer, organiser les temps de vie, les activités éducatives, les loisirs. Le ME, on va le retrouver en MEX, en foyer de l'enfance, en service voilà, d'accueil d'urgence, sur de l'AEMO aussi. On peut retrouver les ME sur de l'AEMO. Qui sera en soutien des éducateurs spécialisés référents des familles sur des missions particulières, sur, voilà, par exemple, il intervient en domicile pour réaménager la chambre du jeune. Mais en fait, dans les faits aussi, on voit que le ME en protection de l'enfance, souvent, il a des missions qui glissent un petit peu vers les missions normalement destinées à l'ES ou le JE.
puisqu'il peut être référent de situation. Dans certains services, il peut effectuer des visites médiatisées. Il peut rencontrer les partenaires, être en lien avec les partenaires. Donc là, il y a un glissement et une spécialisation aussi du ME qui lui permettra de pouvoir ensuite aussi démontrer les compétences qu'il a acquises dans cette expérience qui relève normalement des fonctions de l'ES ou de l'EJE. Ok, ça c'est intéressant. C'est aussi pour ça qu'on voit que le diplôme d'ES, c'est un des plus gros, enfin, c'est le diplôme le plus passé en VAE, il me semble, c'est 17% de tous les diplômes. Oui. Parce qu'en fait, finalement, j'ai l'impression que les ES et les ME, il y a beaucoup de porosité. Bon, moi, du Oui. coup, tu as commencé à en parler du diplôme d'ES, le diplôme roi, le diplôme reine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ses responsabilités, en particulier par rapport au ME? Oui. Alors, l'éduc spé, en fait, va vraiment avoir un rôle éducatif au quotidien, un rôle de coordination et d'analyse, ce qu'on n'attend pas forcément ou moins d'un ME. L'éducateur spécialisé va vraiment participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé de l'enfant ou de l'adolescent. Il va travailler en lien étroit avec les familles, avec les écoles, avec les services sociaux, avec les référents ASE par exemple, et tous les partenaires médicaux et partenaires judiciaires, puisque l'éducateur spécialisé va effectivement devoir faire des écrits de situation, de rapports de situation qui sont transmis ensuite au juge des enfants, va pouvoir participer aux audiences, puisque voilà, il va accompagner les enfants et va pouvoir aussi faire le point sur ce qu'il observe et ce qu'il vit au quotidien sur le lieu de placement de l'enfant. Donc les éducateurs spécialisés, on va les retrouver en foyer de l'enfance, en MEX, en lieu de vie, enfin tous les services de protection de l'enfance, on peut retrouver les éducateurs spécialisés, en prévention spécialisée aussi. Et puis, certains services vont aussi penser l'éducateur spécialisé comme coordinateur et beaucoup moins sur le quotidien. Donc, il va être coordinateur des situations, tandis qu'au quotidien, ce sera des ME qui seront co-référents sur le quotidien des AES, par exemple. Mais l'ES sera le coordinateur et il sera l'interlocuteur privilégié des partenaires. Ok, donc si je comprends bien, en fait, le ME et l'AES, ils ont vraiment ce rôle, cette casquette du quotidien, comme tu disais, les soins du quotidien, sans forcément avoir le recul, tout le contexte, et le contexte en particulier, comme tu disais, des différents partenaires judiciaires, santé. Là où l'ES, c'est sa mission principale. Alors, il peut faire aussi du quotidien, mais sa mission principale, elle est dans de la coordination, dans de l'animation autour de l'enfant. C'est ça. Ok, super. Donc, je vois bien comment AME, facilement, on peut se dire, tiens, je prends de nouvelles responsabilités. Et concrètement, sur le terrain, avant qu'on passe sur les autres diplômes, à quel point ces responsabilités, je pense là, on a beaucoup de professionnels qui sont dans la petite enfance. Là où dans la petite enfance, les missions, souvent, elles sont assez cadrées, enfin, sauf en micro-crèche, mais ouais, dans des grandes crèches où il y a des sections où les rôles sont très bien définis. Est-ce que, par exemple, dans une MEX, les rôles sont aussi bien définis? Alors, pas forcément. Moi, j'ai pu, par exemple, en foyer de l'enfance, tous les enfants avaient une double référence. Il y avait forcément un premier référent qui était soit éducateur spécialisé, soit éducateur de jeunes enfants. Et le deuxième référent, le co-référent, était moniteur éducateur. Le moniteur éducateur n'était pas le premier référent. En MEX, par contre, il était possible que le ME soit référent principal de situation. Alors, il y a vraiment, effectivement, c'est pas aussi défini ou en tout cas aussi catégorisé que ce qu'on peut voir, par exemple, en grosse crèche où effectivement on a un peu la hiérarchie fonctionnelle. Là, dans le quotidien, en MEX, par exemple, il va être attendu la même chose du ME, qu'il puisse faire des rapports de situation s'il est référent de situation. Il va être attendu qu'il fasse le lien avec les partenaires s'il y a des liens avec les partenaires à faire. On va être sur un basculement, même si sur la fiche de poste, il va être écrit « Vous ne pouvez pas faire de visite médiatisée puisque vous n'êtes ni EGE ni EduxP », par exemple.
Est-ce que juste, et mais c'est une question que j'ai, attention, personne là, mais en tout cas, je la pose, tu peux nous expliquer ce qu'est une visite médiatisée? Alors, tu nous as parlé de plusieurs choses, tu nous as parlé de visite médiatisée, tu nous as parlé de, juste Le droit de avant, visite et d'hébergement, peut-être. non, c'était pas ça, c'était, il a le droit d'être référent, des situations référentes. Il est référent de situation, tu as Oui, dit. oui, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ces deux termes? Oui, alors les visites médiatisées, en fait, c'est, pour les enfants qui sont, accueillis en protection de l'enfance. Les familles peuvent soit avoir des droits de visite libre, c'est-à-dire que les enfants, ils récupèrent leurs enfants sur la journée, par exemple le samedi, et ils passent, la journée en famille. Il peut y avoir des droits d'hébergement, donc les parents peuvent avoir, retrouver leurs enfants, par exemple un week-end sur 2 ou tous les week-ends ou une partie des vacances scolaires, sans suivi spécifique, heu, obligatoire. Les visites médiatisées, c'est pour les situations où les familles ne peuvent pas être en contact avec leur enfant sans présence d'un professionnel. Donc là, en tant que professionnel de la protection de l'enfance, on anime, on participe aux visites médiatisées, c'est-à-dire qu'on est présent auprès de l'enfant tout le long, de la visite, tout le long de la période où il est auprès de son parent. Ok, très clair. Et les références de situation. Donc en fait, un enfant qui est placé, il a un référent ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, qui est le service du département qui, a la mission de protéger les enfants, d'accord? Donc le référent ASE est, le référent administrativement, parlant, de l'enfant au niveau de la protection de l'enfance. Au niveau de l'établissement, il est défini, il est, choisi un référent de situation qui sera l'interlocuteur privilégié, du partenaire, du référent ZE, de l'école, du jeune, pour qu'il y ait un suivi, global et individualisé, hem et donc qui sera lui, celui qui va devoir, avec le jeune, penser son projet personnalisé, coélaborer voilà avec les jeunes le projet, personnalisé, qui va devoir, faire les écrits, pour l'ASE, pour le juge. Donc, on est en tant qu'éducateur référent, de plusieurs enfants. Donc c'est nous qui avons la «gestion» entre guillemets, du dossier du jeune. Et donc Ok. souvent, on met une co-référence. Justement, comme on est en internat, en internat, on travaille, il y a une amplitude horaire de 6 heures à 23 heures, les week-ends, les jours fériés, donc on n'est pas là présent tout le temps. Donc s'il y a un contact, à avoir une réunion de synthèse avec les partenaires et qu'on n'est pas là, c'est le co-référent qui connaît un peu mieux la situation que les autres professionnels qui pourra intervenir. Super clair. Merci beaucoup, Marie-Ange. Alors, on a une question justement dans le chat. Quel est le plus gros besoin actuellement? Est-ce que le secteur est carencé en professionnels? Ah oui. Mmh. Oui, oui, toute l'éducation spécialisée est carencée, c'est alors, c'est un milieu, éreintant avec, des amplitudes horaires, justement, très larges et donc qui peuvent être compliquées avec une vie de famille pour les professionnels. Et donc les professionnels ont tendance à pas forcément, rester sur, du long terme. En tout cas, quand il y a un changement de vie, des enfants, il se peut que les professionnels disent: «Sur un service d'internat, moi, c'est pas possible». Les horaires donc voudront plutôt être sur de l'accueil de jour ou sur des visites médiatisées, enfin quelque chose autour d'horaires en journée. Hem mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de manque de professionnels. Certains services qui doivent faire appel à des intérimaires, donc ça, c'est plus autorisé justement de faire appel à des intérimaires parce qu'ils peuvent être non diplômés, d'éducation spécialisée. Mais en tout cas, il y a un gros besoin en protection de l'enfance de professionnels. Et ça, c'est sur tous les diplômes. Donc, c'est-à-dire que ce soit ME, ES, AES, ou est-ce qu'il y a vraiment des. Est-ce qu'on manque de coordination en gros, ou est-ce qu'on manque plutôt de quotidien? Non, c'est vraiment sur le terrain, donc soit MEES,
Effectivement, les diplômes qui seront privilégiés, ça va être MEES et après EJE, voilà, si c'est sur des plus petits. Mais effectivement, comme ils ne trouvent pas, ils vont plutôt aller aussi vers des AES qui ne sont pas forcément spécialisés en protection de l'enfance ou en tout cas sur ce type d'accueil. Mais oui, MEES, c'est ce qui est vraiment le plus manquant. Super. Alors, on a deux autres questions qui viennent d'arriver. D'abord de Léa. Vers qui doit-on se rapprocher pour savoir si dans notre secteur, il manque de familles d'accueil? Alors ça, déjà, tu peux nous... On n'a pas trop parlé de famille d'accueil. Est-ce que déjà, tu peux nous parler ce que c'est une famille d'accueil et ensuite répondre à la question de Léa, du coup. Oui, alors les familles d'accueil, ce qu'on appelle communément les familles d'accueil, donc les assistants familiaux, sont les personnes qui ont un agrément d'accueil pour enfants placés, mais qui les accueillent chez eux. Donc là, il y a un agrément à avoir avec une formation. Il y a aussi un diplôme d'État d'assistant familial qui existe. Donc là, les assistants familiaux peuvent être soit rattachés au département. Donc, c'est l'ASE ils sont rattachés à l'ASE. Donc, c'est l'ASE qui va venir placer, entre guillemets, les enfants chez eux. Ou alors, ils peuvent être ensuite engagés par des associations qui ont leur famille d'accueil rattachée à l'association, mais avec l'agrément, il faut que l'agrément soit déjà donné par le département, qui accueilleront les enfants rattachés à la MEX, mais dans leur domicile, à leur domicile. Alors, pour savoir s'il y a un manque de famille d'accueil, là, ça va être vraiment au niveau du département, au niveau du service de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, du département où vous habitez. Super. En fait, on se rend avec ce que tu nous as dit, vu que la protection de l'enfance est gérée par le département, chaque fois qu'on a des questions, c'est plutôt au niveau du département qu'il va falloir C'est ça. se diriger. OK. Moi, j'ai une toute petite question avant qu'on passe sur JE, AP et tous les autres diplômes autour. Est-ce que c'est un secteur, donc j'imagine qu'il y a des associations, parce que c'est pas que des établissements publics, Oui. on a aussi des associations, etc. Est-ce qu'au niveau des recrutements, ça change? Est-ce qu'il y a des salaires qui changent en fonction de si on est engagé plutôt par le département, plutôt par l'associatif, etc. Alors effectivement, il y a la plupart des structures sont des structures associatives. Le département, alors les foyers de l'enfance au niveau du département sont rattachés à la fonction publique hospitalière. Donc, c'est-à-dire quand vous êtes employé par les foyers départementaux, c'est forcément des CDD jusqu'à passer le concours de la fonction publique hospitalière. Au niveau des départements, alors que ce soit que ce soit associatif ou au niveau du département ou tout simplement en travail social, effectivement, les salaires ne sont pas des salaires très élevés. On sait qu'on fait ce travail pas forcément pour l'argent, même si ce serait bien de pouvoir reconnaître ces métiers à leur juste valeur. En tout cas, en foyer de l'enfance, sur la fonction publique hospitalière, c'est qu'il y a pas mal de vacances. Il y a pas mal de vacances et pas mal de jours de récup, puisqu'on peut travailler sur des journées assez longues, avec un salaire. Je pense qu'en début de carrière en tant qu'éduc, peut-être du 1600 €, oui, 1700 €. Avec pas mal de congés, une cinquantaine de jours de congés, si je me souviens bien. Ok. Et après, dans l'associatif, donc ça dépend de la convention collective. Donc, ça peut être la convention 51 ou la convention 66. Effectivement, il va y avoir des différences de salaire. Après, ça dépend si vous aviez déjà travaillé avant dans une structure qui avait la même convention collective, ils vont vous reprendre votre ancienneté. Mais souvent, dans ces structures, il y a à peu près 8 semaines de congés, 5 semaines de congés payés et 3 semaines de congés trimestriels par rapport à la récupération du temps de travail. Mais pareil, je pense que oui, autour des 1800 €, peut-être 1700 en début de carrière, peut-être. Ok, très clair. Écoute, moi, je te propose qu'on parle un peu de ce diplôme de JE dont tu nous as déjà parlé.
qui j'ai l'impression est quand même assez proche finalement du diplôme d'éducateur spécialisé. Euh, Où est-ce que se placent des éducateurs de jeunes enfants dans la protection de l'enfance? Alors, les éducateurs de jeunes enfants, on va les retrouver donc sur les pouponnières, où on verra moins d'éduc-spé, puisque voilà, là, il y a cette spécificité du jeune enfant, mais aussi sur les groupes d'enfants plus grands. Moi, par exemple, voilà, le groupe sur lequel j'étais rattachée au foyer de l'enfance, c'était un groupe de 7 à 13 ans, mais on accueillait des enfants entre 4 et 15 ans. Même si c'était un groupe 7-13, il y avait cette volonté de prendre des EJE pour avoir cette connaissance spécifique du développement de l'enfant. Les EJE, on va les retrouver aussi en AEMO, sur l'accompagnement à la parentalité. Et puis aussi à l'ASE, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais voilà, à l'ASE, les référents ASE sont des éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants ou assistants de service social. On va les retrouver voilà, dans les différents services d'accueil de l'enfant et puis en centre parentaux, centre maternel. Ok, super. Et du coup, tu nous en as parlé un tout petit peu. Moi, j'aimerais bien justement connaître cette petite différence avec les TISF, les Oui. techniciens de l'intervention sociale et familiale. C'est un diplôme de niveau 6 aussi, ou c'est... Alors là, les TISF, on va plutôt être sur directement de l'intervention à domicile des familles. Dans la protection de l'enfance, les TISF peuvent intervenir au domicile des familles, par exemple, une famille qui a un suivi AEMO. Donc l'enfant a un suivi de protection de l'enfance, mais reste à domicile. Le département peut faire appel à un service d'accompagnement à domicile pour faire intervenir une TISF pour justement le soutien à la parentalité ou aussi dans une optique de prévention, pour accompagner les familles dans l'organisation du quotidien, dans la gestion de la vie familiale, vraiment pour être un appui au quotidien au domicile des familles. Ok, super. Mais en fait, je viens de regarder, c'est plutôt un diplôme de niveau 4. Donc, j'imagine que c'est... On Oui, peut ça, plus se oui, placer je t'ai sur le... pas répondu. Non, t'inquiète, pas de souci. Sur le spectre, on va plutôt le placer au niveau du moniteur éducateur, du coup, en termes de mission, Oui, de responsabilité. oui, ou un peu l'AES. Ok, très clair. Euh, Léa, question, on a aussi des TISF dans les villages d'enfants pour aider Oui, l'éducatrice familiale avec oui. les fratries Oui, présents à la maison. oui, alors village d'enfants, même en MEX, il peut y avoir des TISF, par exemple, sur les MEX qui ont des appartements, parce qu'il peut y avoir des familles qui ont des droits de visite, et donc les MEX peuvent avoir des studios qui accueillent les familles sur les week-ends. Et donc, il peut y avoir une TISF aussi rattachée à la MEX qui va intervenir sur le studio de la MEX où est accueillie la famille avec l'enfant pour le week-end, pour voir comment ça se passe, pour voir s'il y a besoin d'un accompagnement spécifique. Donc, elles peuvent intervenir sur le quotidien, même en établissement. Ouais. Super. On passe maintenant à auxiliaire de puériculture. Donc, Oui, auxiliaire de puériculture, j'imagine que les cadres, ça va plus être sur vraiment petite enfance aussi, un peu comme le JE, c'est pouponnière. ça, exactement. Alors là, les AP, elles vont vraiment être dans la protection de l'enfance qu'en pouponnière ou sur les structures accueillant de très jeunes enfants, sur les groupes de 3-6 ans, par exemple. Alors que voilà, les EJO, on pourra les retrouver aussi sur les groupes de plus grands, mais voilà, les pouponnières, les groupes d'enfants petits. Donc, l'AP va participer aux soins, à l'accompagnement du quotidien, au développement de l'enfant, avec ce lien étroit avec les éducateurs, les infirmiers et les autres professionnels de l'équipe. Ok, super clair. Et le dernier diplôme dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le CAFERUIS, enfin CAFERUIS et le CAFDES. Oui, Est-ce que c'est des diplômes qui sont un peu moins connus, je pense, pour des personnes qui ne sont pas encore dans le secteur. Est-ce que oui. tu peux nous en parler un petit peu, leur rôle, responsabilité? Oui, alors le CAFERUIS, donc c'est le diplôme demandé pour être chef de service ou cadre intermédiaire dans la protection de l'enfance. Donc, par exemple,
chaque groupe d'accueil ou chaque service en structure va être chapeauté par un cadre socio-éducatif qui aura soit donc un niveau, c'est un niveau master 2, donc soit master 2 dans l'intervention sociale, soit le CAFERUIS qui est vraiment spécialisé sur l'encadrement d'une unité en intervention sociale. Donc ça va être la personne vers laquelle on va se tourner, en tout cas l'équipe éducative vers laquelle la personne vers laquelle elle va se tourner pour pouvoir prendre des décisions, acter des choix, voilà, qui va être la personne qui va gérer le service, qui va gérer le groupe, l'équipe. Et le CAFDES, là, c'est encore plus haut. C'est celui qui sera directeur d'établissement. Donc, il y a, par exemple, sur une MEX, le directeur d'établissement qui a le CAFDES, et ensuite le sous-directeur, et ensuite les différents pôles, les différents groupes d'accueil des jeunes. Et donc, sur chaque pôle, il y aura un chef de service titulaire du CAFERUIS. Et ensuite, les équipes éducatives. Ok, donc finalement, si on suit une logique, on pourrait faire carrière dans le social. Si on souhaite continuer dans moins d'être sur le terrain, mais de plus être dans de la coordination, de la direction d'établissement, les bons diplômes sur lesquels il faut aller, c'est le CAFERUIS, puis potentiellement après le CAFDES. Exactement, oui. Ouais. Il y a pas mal d'éducateurs spécialisés qui, justement, prennent cette place de chef de service sans avoir le CAFERUIS et qui passent ensuite l'AVAE pour venir valider ce diplôme. Ok, super intéressant. De toute façon, dans la protection de l'enfance, mais aussi dans le handicap, pour tous les diplômes MES, de ce que j'entends, c'est très poreux entre les différentes missions, etc. Oui. Et du coup, ça me fait poser la question, bien sûr, à quel point il faut être diplômé pour travailler dans la protection de l'enfance? Alors, effectivement, comme je disais tout à l'heure, les structures vont faire des fois appel à des intérimaires qui ne seront pas forcément diplômés, mais là, il y a vraiment eu la fin de cette pratique où il faut avoir un diplôme de travail social. Alors, que ce soit effectivement tout ce qui va concerner l'accompagnement des personnes, le travail social. Pas besoin voilà, d'un niveau de diplôme spécifique, voilà, comme on l'a vu, que ce soit les TISF, les AES, ME, ES n'auront pas forcément le même niveau de diplôme, mais il faut quand même pouvoir avoir un diplôme, une formation dans ce milieu-là. Les structures vont aussi prendre des fois des étudiants pendant leur congé. Qui seront sur des missions d'accompagnement, mais qui sont en formation, en fait, justement au niveau du travail social. Ok, super. Donc finalement, on peut par exemple rentrer dans le secteur grâce à un diplôme de ME et ensuite gagner nos galons sur le terrain et en fait demain avoir un job d'éducateur spécialisé, mais sans Oui, forcément avoir le diplôme d'éducateur spécialisé. Et si besoin de faire une VAE à ce moment-là. oui, Parce que, oui. parce que j'imagine que du coup, ce qui va être le plus important, c'est que les salaires sont aussi indexés sur les salaires, non enfin, les salaires sont indexés sur les salaires, bien sûr. Les salaires sont indexés sur les diplômes. Il y a des Exactement. grilles qui sont associées. Donc, en tant que ME, même si je fais les missions d'une ES, je vais quand même être bridé sur le salaire. Exactement, ouais, bien sûr. Mais voilà, on peut vraiment rentrer même en tant que qu'AES, puis ensuite, moi, j'ai accompagné en VAE des personnes titulaires du diplôme d'AMP, donc anciennement l'ancien ES, AMP, alors c'est du côté du handicap, mais qui ont toutes les missions de l'éducateur spécialisé et qui passent du diplôme d'AMP directement au diplôme d'EduxP. Ah oui, c'est incroyable ça. C'est vachement bien. Ça me rappelle parfois des CAP petite enfance qui peuvent parfois passer des diplômes de Exactement. JE directement. Exactement. Après, voilà, on le voit en VAE, c'est vraiment les missions
effective les missions réelles de la personne, son positionnement. Alors, c'est toujours ça, c'est vraiment le plus important, c'est le positionnement du candidat, du professionnel, qui va aussi pouvoir venir démontrer là que les compétences mises en œuvre au quotidien correspondent à un diplôme supérieur, peu importe si entre les deux il y a un autre diplôme. Du moment que ça correspond au référentiel, on va directement vers ce diplôme-là. Ok, super. Très clair. Alors, moi, on a terminé les diplômes. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit dans les commentaires, mais n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires d'autres questions. Moi, Marie-Ange, j'aimerais que tu nous plonges un peu, toi, dans ton expérience, pour que un peu tout le monde ici puisse avoir un ordre d'idée à quoi ça ressemble. Parce que, comme tu nous as dit, toi, tu travailles en MEX, par exemple. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'organisation de travail dans une journée classique? Toi, en tant que donc EJE, mais du coup qui travaille, j'imagine, en tant qu'éducateur spécialisé, un ME, enfin voilà, est-ce que tu peux nous raconter, toi, dans ton expérience, comment s'était passé une journée que tu trouves un peu qui illustre bien? Euh, alors, la journée va commencer vraiment par, on arrive avant le lever des enfants. Et on participe à leur quotidien, c'est-à-dire qu'on est présent pour eux, pour le petit déjeuner, pour le lever, pour les préparer, pour les accompagner à l'école, pour faire le point avec la maîtresse quand on accompagne l'enfant à l'école. Ensuite, il va y avoir tout le temps de la matinée où les enfants sont à l'école de préparation des projets, du lien avec les partenaires, des écrits professionnels. Ensuite, souvent, on récupère les enfants pour manger le midi. Donc là, on est vraiment sur l'accompagnement, l'accompagnement quotidien de l'enfant. Il retourne à l'école. L'après-midi, souvent, c'est le temps de réunion de synthèse où on va faire un point sur chacune des situations pour pouvoir voilà, penser les renouvellements des projets quand ils auront été travaillés avec les enfants. Ensuite, on récupère les enfants après l'école et il va y avoir tout le quotidien d'une famille, en fait, les devoirs, les douches, les temps de jeu, le repas du soir, le coucher, l'accompagnement au coucher qui est vraiment quelque chose un moment un peu hors du temps là, en protection de l'enfance, puisqu'on est souvent seul ou deux sur le groupe et donc les enfants ont besoin d'accompagnement. S'il y a des petits, ils ont besoin qu'on leur tienne la main, ils ont besoin qu'on soit là. Donc, on essaye oui, je reviens te voir, je vais voir un tel, je reviens. Enfin, voilà, on est vraiment dans la gestion là, du groupe afin de pouvoir les rassurer. Et puis après, le lien avec les veilleurs de nuit, puisque le soir, ce sont des veilleurs de nuit qui sont présents. Et puis les mercredis, les vacances, les week-ends, c'est de préparer des temps de sortie, des activités, de pouvoir effectuer aussi les visites médiatisées avec les familles. Donc moi, sur la MEX où j'étais, on faisait aussi l'accompagnement de familles d'accueil. Donc on avait un temps sur l'internat, un temps d'accompagnement avec des familles d'accueil. Donc, j'allais au domicile des familles d'accueil, des enfants qu'on suivait. Donc, par exemple, j'avais un enfant de 5 ans qu'on accueillait sur la MEX et j'avais en suivi son petit frère de 4 ans et sa petite sœur de 18 mois qui, eux, étaient chez deux familles d'accueil différentes. Donc, j'allais les voir pour pouvoir faire le point avec les familles d'accueil, faire les visites, aller chercher les enfants pour faire les visites auprès des parents. Et puis, on a les moments où, voilà, où on va devoir aller aux audiences, aller aux synthèses à l'ASE, accompagner les enfants chez le médecin, chez les suivis, au suivi psy. On est vraiment là sur un quotidien familial, entre guillemets, en plus de toute la partie de gestion, de situations avec les partenaires ou avec, ou, ou avec les familles. Ok, super. Alors, on a une question de Véronique, mais qui du coup, c'était dans le contexte que tu as dit juste en observation, mais notre rôle exact. Donc, Véronique, si vous voulez prendre la parole pour expliquer un peu plus votre question potentiellement, vous pouvez allumer votre micro, je ne sais pas si vous nous entendez.
Ah. Bon, c'est pas grave. Écoutez, Véronique, si vous n'hésitez pas à recommenter encore une fois avec votre question pour la rendre plus en détail. On a une question de André. La différence entre un ME et un IME, s'il vous plaît. Alors, le ME, c'est le diplôme d'état de moniteur éducateur. Un IME, c'est un établissement, c'est un institut médico-éducatif qui va accueillir des jeunes avec déficience, avec handicap cognitif, intellectuel, psychique. Ok, super. Question de Isabelle. EJE ou EduxP, quel est le diplôme qui ouvre le plus de possibilités? Alors, ça va rester le diplôme d'éducateur spécialisé, hein, qui va ouvrir plus de possibilités, puisque l'éducateur spécialisé peut intervenir vraiment auprès de tout public, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes en situation de handicap, des adultes dans la prévention, dans la dictologie, en psychiatrie, en pédopsychiatrie. Enfin voilà, il y a vraiment cette diversité, cette diversification du public qu'on ne retrouvera pas forcément chez les EJE. Alors les EJE vont pouvoir intervenir auprès d'adultes, mais toujours dans le cadre de la parentalité. Alors moi, en tant que JE, j'ai toujours travaillé avec des enfants de 0 à 18 ans. Même quand j'étais en centre d'hébergement d'urgence, j'étais référente des enfants. Voilà, je faisais de l'insertion scolaire, socio-professionnelle pour des jeunes. Mais au-delà, tout ce qui va être insertion socio-professionnelle pour des adultes, par exemple en CADA, en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, on ne retrouvera pas de JE. Ouais, en fait, si j'ai Après, bien voilà, compris, ce que tu nous disais, c'est que l'éducateur spécialisé, sa grande avantage, c'est de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Il est formé à s'adapter à toutes les situations, à se spécialiser surtout. Là où le JE, par nature, par formation, elle est spécialisée sur un, c'est ça, vraiment contexte. sur les jeunes enfants et la parentalité. Donc, effectivement, on peut accompagner des parents, même si les enfants sont plus grands, mais on ne sera pas sur de l'accompagnement social global d'une personne, sans lien avec le côté parentalité.